Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Alors, 7669 fonctionnaires admis à la fonction publique qui n'ont toujours pas pris fonction. Nous en parlons tout à l'heure et aussi en second point, nous regarderons du côté de l'attestation de droit coutumier qui remplacera à partir du 1er janvier l'attestation villageoise. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Et en chute de ce programme, le professeur Kouadio Georges, conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, nous accompagnera avec lui. Nous parlerons du code de l'environnement. Quelle utilité et quel impact pour le citoyen? Le plaisir est toujours renouvelé de vous retrouver chaque soir. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous accompagne Herman Avoua. Bonsoir Herman. Pascal Kwame Sokier, bonsoir très cher. Isé Bouloubeu, bonsoir. Oui, ce sera le même. Oui, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir encore d'être là ce soir, mais vous me permettrez de faire un coucou spécial au colonel Aké Danho Stéphane Eric. Il est le chef du BAM. Le BAM, c'est le bureau d'accompagnement à la réinsertion, à la reconversion des militaires. Beaucoup ne le savent pas, mais depuis quelques années, l'État de Côte d'Ivoire a lancé ce départ volontaire de l'armée et a donc mis en place un dispositif, ce bureau-là, qui accompagne donc ces militaires-là qui décident de quitter la fonction de militaire pour aller dans la fonction civile, les accompagner à se reconvertir, soit au secteur privé, soit dans le secteur public, soit dans l'entrepreneuriat. Et c'est le colonel Aké Danho Stéphane Eric donc, qui coordonne cette opération depuis quelques années et qui le fait tellement bien. Ce matin, il a fait une présentation du bilan du travail depuis quelques années et c'est vraiment édifiant. Il faut reconnaître quand même qu'au niveau de l'armée aujourd'hui, franchement, des choses se font et c'est encouragé et c'est encourageant. Merci beaucoup, Élisée, pour ce point. Ça permet de saluer maintenant les hauts responsables justement de l'armée, le SEMA, le ministre d'État, ministre de la Défense. C'est ça. Merci, Élisée. Marius Komoué, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce soir. Mais c'est réellement partagé. Merci, Christelle. Bonsoir à tous et à toutes. Très bien, messieurs, dames. Alors, on disait, donc, je le disais à l'entame de ce temps d'antenne, lors d'une rencontre initiée par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le directeur général de la fonction publique, M. Soro, a fait un point dans lequel nous avons un chiffre. 7669 fonctionnaires qui n'ont pas encore pris fonction. Ils sont admis aux différents concours, mais ils n'ont pas encore pris fonction. Voici le point qui nous intéresse ce soir. Évidemment, il y aura donc d'autres actions subsidiaires dont on pourra parler de Madame la ministre, mais regardons un peu ce chiffre-là. Alors, Herman, 7669 qui n'ont pas encore pris fonction. Quand vous entendez déjà ce point de Monsieur le directeur général de la fonction publique, quel postulat vous occupez justement par rapport à ce point? Moi, je pense que déjà, on pourrait dire que s'ils ont été formés, ils ont eu leur concours, ils ont été formés et qu'ils n'ont pas encore pris fonction, soit on assiste là à une mauvaise planification des ressources humaines. Parce que lorsque on lance un concours, c'est parce qu'il y a des besoins dans certains services, dans certains, sur certains endroits où on a besoin de personnel. Et quand on a fini de lancer le concours et que les gens ont été formés, ils ont fini leur temps de stage et qu'ils doivent attendre souvent 1 an, voire 2 ans et autres, avant de prendre fonction véritablement, avant de commencer à toucher, à rentrer dans la vie active, je pense que c'est une mauvaise planification. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de le dire, mauvaise planification? Est-ce qu'il ne faut pas aller peut-être plus loin, regarder certains aspects qui peut-être, pousserait à avoir ce point? Bon, moi, je regarde le constat même que le ministère d'État, le ministère de la fonction publique fait. Aujourd'hui, je crois, c'est tellement qu'elle fait des efforts. On voit que Mme Anne Oloto fait quand même des efforts pour assainir. Mais lorsque la gangrène est beaucoup avancée, il faut prendre du temps. La gangrène? Parce qu'aujourd'hui, je sais, j'ai quand même une belle sœur, par exemple, elle a fini sa formation de sage-femme. Je lui ai dit, mais tu commences quand? Elle dit non, que normalement c'est 1 an après qu'elle commence. Or, le besoin se fait sentir sur le terrain. On a besoin de sages-femmes dans les hôpitaux, dans les centres de santé et autres, sur le territoire. Est-ce qu'on sait ce que disent les textes justement par rapport aux sages-femmes? Non, il ne peut pas y avoir d'autres tests que lorsque le besoin se fait sentir, on te forme, tu dois forcément aller travailler. Mais si tu dois attendre 1 an, parce que finalement, ça devient ce qui est régulier,
c'est qu'il y a un problème. Et ça, on constate, ça, je voudrais le souligner quand même, que la ministre d'État, Anne Loto, elle est venue avec plein de problèmes dans ce ministère. C'est vrai qu'elle essaie de finir avec certaines poches de résistance, mais il y a quand même du travail qu'il y a à continuer. Je pense qu'elle l'a dit, hein, qu'il faut encore travailler, améliorer. Alors, Pascal, ayons votre regard justement sur ce chiffre-là. Ça vous fait réfléchir penser à quoi justement? Madame Anne Loto a d'abord, en tout cas au cours de son propos, elle a salué la décision du président de la République de créer une filière à l'École nationale d'administration, l'ENA, dont elle a la gestion d'ailleurs, dédiée à la gestion des ressources humaines. Des DRH, voilà. Des DRH. Ça veut dire que véritablement, il y a un constat de taux d'absorption trop faible des personnes retenues après les concours administratifs de la fonction publique. Restons sur le point DRH. Ça veut dire qu'il y a des ministères qui ont déjà des DRH. Pourquoi en faire une filière? Qu'est-ce qu'on recherche en fait, selon vous? La présence des DRH dans les ministères n'est peut-être pas assez suffisante. Peut-être que le taux de dossiers à traiter au regard du nombre de fonctionnaires qui arrivent tous les jours nécessite que les directions soient renforcées. Il faut reconnaître qu'il y a peut-être quelques années de cela, il n'y avait pas de DRH dans tous les ministères. Donc c'est une nouvelle orientation qui est en train d'être renforcée. C'est cela. Et donc l'absorption de ces admis à la fonction publique et leur absorption peut donc devenir problématique. Le point de situation depuis 2019 et ce jusqu'à 2022, c'est qu'on a eu plus de 90 000 admis à la fonction publique. Il y a 85 000 et quelques qui ont été mis en service. Donc c'est un bon taux d'absorption quand on regarde, parce que ça fait 91%, plus de 91% qui ont été absorbés, mais il reste encore ces fameux 7 669. Et il y en a 5 491 au niveau des directions des ressources humaines des ministères qui doivent donc y être affectés, et 2178 agents au niveau des services, ce qui représente donc un taux de 8,41% de personnes. Ce à quoi ça nous interroge, c'est que finalement, Herman, il disait, si il c'est parle de mauvaise planification. Ouais. Non, moi je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise planification. Je dirais que 91% de taux d'absorption, c'est bien, mais 7600 personnes sur le carreau qui attendent, c'est pas un bon... Enfin, ça demande plus d'efforts. L'exemple de la sage-femme est patent. Non, je m'explique. Plus d'efforts de la part de l'administration. Oui, de la part de l'administration. Si vous avez plus de 90 000 personnes et que vous en avez absorbé 90%, les faits sont là, c'est un bon chiffre. Mais les 7100 et quelques, ou les 7600 et quelques qui restent, c'est beaucoup, 7000 personnes. 7600 et quelques personnes, c'est environ 8000. Est-ce qu'il ne faut pas regarder dans le processus, justement, toutes ces personnes admises? Et l'interrogation, c'est, vous passez le concours, voilà. On vous dit que vous êtes reçu à ce concours. Le directeur général de la fonction publique a pris également parole, M. Nina Gaffol. Oui, M. Soro Nina Gaffol. Oui. Alors, ensuite, vous avez votre document d'affectation. Quand vous le recevez, vous êtes censé vous rendre au département dans lequel vous êtes affecté. Et là, ce n'est pas que la fonction publique qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des ministères et des structures qui sont concernées par ces affectations. Est-ce qu'elles jouent leur rôle dans l'absorption de ces personnes-là? Mais si on suit votre process, quand vous avez le document et que vous allez par exemple au ministère dans lequel vous êtes affecté, dans quelle structure dans ce ministère-là vous allez pour vous faire référencer premièrement? C'est la DRH peut-être? En principe, vous allez à la DRH et c'est la DRH qui, je parle sous contrôle des personnes qui maîtrisent bien ce process-là, mais à ma connaissance, vous allez à la DRH et la DRH adresse un courrier à la direction à laquelle vous êtes affecté, plus vous, votre décision d'affectation, et vous êtes censé avoir un courrier de prise de service effectif. Quand cette prise de service-là est faite, maintenant, il faudrait que vous commenciez à travailler. C'est très basique, en fait. Vous avez donc légitimement à vouloir avoir accès à un siège, à une table, à un ordinateur. Un bureau, en fait. À un bureau, ou bien enfin, vous pouvez être dans les eaux et forêts, à parcourir la forêt, à voir s'il n'y a pas de braconniers. Mais enfin, en tout état de cause, on est censé vous donner une fiche de poste pour que vous puissiez commencer à faire ce pourquoi vous allez être payé
dans l'administration. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de chercher à savoir à quel niveau ça bloque. Est-ce que tous les ministères jouent le jeu quand les nouveaux admis sont affectés? Je pense que c'est peut-être là qu'il faut regarder s'il y a un véritable problème. Élisée, peut-être qu'on va regarder avec vous. On a le processus. Quand quelqu'un est admis justement à un concours, quelle est la procédure justement pour que cette personne prenne fonction, pour qu'on voit dans quel cadre ou à quel niveau de ce processus-là on est grippé? Ok, bon, déjà, il faut retenir que pour intégrer la fonction publique, je vais dire, il y a deux voies. Il y a le concours direct et puis il y a le concours professionnel. Dans le concours professionnel, tu es déjà à l'intérieur et tu essaies de progresser. Donc, pour ce cas spécifique, sur la question des 6700 et quelques personnes, 7669 et quelques qui ne répondent pas présents, faut signifier que ça s'explique de deux manières. Premièrement, il y a le cas éventuellement que Herman a cité. Ça veut dire des personnes qui sont admises et qui attendent de prendre fonction. Ça, je mets ça sur le compte de la faiblesse ou de l'insuffisance dans la gestion des ressources humaines au niveau de l'administration. Quand on dit qu'elles attendent de prendre fonction, ça veut dire qu'elles, comme Pascal l'a dit, elles ont déjà le document d'affectation. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non, pas, pour certains, ils ne sont pas encore affectés. C'est-à-dire qu'ils sont admis dans le concours. OK. Parce que la fonction publique, quand vous êtes admis, il y a une formation. Bien sûr. Donc, vous finissez la formation et puis maintenant, on vous affecte. Mais de la formation à l'affectation, il peut avoir un temps. Temps pour l'État de réaménager parce que certains sont allés à la retraite, d'autres sont décédés entre-temps. Comment on fait pour avoir des places pour pouvoir... Donc, ça peut prendre un temps. Ça peut prendre un temps, mais ça, c'est vraiment... Je dis que ce n'est pas l'élément majeur. Le deuxième élément, c'est que même ceux qui sont dans la fonction publique, qui ont été admis à des concours professionnels, donc pour évoluer de grade, dans l'administration, la fonction publique a mis en place un fichier digitalisé. De sorte que quand tu es admis en tant que professionnel à un concours, tu dois renseigner des éléments dans le fichier qui permettent de prendre en compte maintenant le fait que tu aies quitté un statut à un autre. Il arrive que malheureusement, tout le monde n'étant pas forcément enclin à la chose digitale, ne le font pas. Donc ça fait que quand on regarde dans le fichier, on a l'impression qu'ils ne sont pas au service. Tout le monde sait qui? Je vais dire, les fonctionnaires, ce n'est pas tous les fonctionnaires qui sont forcément enclins à la chose digitale, qui maîtrisent un peu tout ça. Il faut qu'on leur explique. C'est vraiment de la pédagogie qu'il faut faire. Donc, ça fait que quand on regarde dans le fichier, on a l'impression qu'il y a des cases vides, donc des gens qui ne sont pas là. Le troisième élément, je dis que quel élément majeur qui explique même cette densité du fait qu'il y a des personnes qui ne soient pas à leur poste, c'est le fait que plusieurs personnes admises, notamment par le concours direct, décident ou souhaitent changer de ministère. Donc on fait un mouvement interne. Il y a des gens, par exemple, qui sont affectés à la fonction publique et qui veulent aller aux finances. Donc, au lieu de venir prendre fonction, ils ne vont pas, ils ne se présentent pas. Ils attendent, entre-temps, en train de faire des démarches, bien évidemment, des démarches, pas des démarches officielles, pas des démarches légales. Ils sont en train de faire des micmacs pour qu'on les enlève dans leur ministère pour les envoyer ailleurs. Ça veut dire quoi, micmac? Non, je veux dire qu'il veut passer par des voies contournées, pas des voies légales. Parce que la fonction publique, là, quand on lance les concours, là, c'est parce qu'il y a un besoin. On veut dire on a besoin de 300 personnes dans la fonction publique. On vous a fait la fonction publique, vous voulez aller au budget. Alors qu'on vous a fait la fonction parce que justement, il y a un besoin. Et vous ne vous présentez pas. Et vous cherchez par des voies détournées à vous retrouver au budget. Vous vous rappelez, il y a environ 2 ans de cela, le Premier ministre, à son temps, Patrick Hachi, avait sorti une note où il avait gelé toute l'affectation au budget. C'était justement par rapport à ça. Ça, c'est déjà le premier point. Il y a d'autres aussi qui sont d'accord pour être dans le ministère, mais qui ne veulent pas aller à l'intérieur. Donc, on vous dit, vous êtes affecté à la fonction publique, mais à l'intérieur, la direction de Gagnoa. Et vous dites, non, moi, je ne veux pas aller à Gagnoa, je vais rester à Abidjan parce qu'il y a tous mes gombos à Abidjan. À Abidjan, je peux avoir le maximum de business qui peuvent encore renflouer les caisses. Donc, voici un peu les éléments qui font aujourd'hui que toutes ces personnes ne sont pas à leur poste. Et c'est pourquoi la ministre, elle a été justement très galante. Moi, je suis allé à l'information et ce que je suis en train de vous dire là, c'est effectivement la situation. Elle a été galante, elle n'a pas voulu vraiment mettre ça sur la place publique. Mais voilà la réalité des faits. C'est pourquoi elle était élégante. C'est pourquoi justement elle a fixé un délai. Au DRH, elle leur a dit, à partir d'une telle date, celui qui ne se présente pas, il est considéré comme démissionnaire, on le radie de la fonction publique. Parce qu'on ne peut pas dire, tu ne peux pas venir postuler pour un concours. Et puis quand tu es admis, tu veux aller dans un autre ministère. Mais pourquoi? Et le ministère, on t'a envoyé. C'est parce qu'il y a besoin qu'on t'a envoyé. Alors, donc, ce débat, on l'a déjà fait. Il y a certains qui veulent à chaque fois changer pour des primes et autres. Il y a la question même, en fait, même du civisme, même du citoyen.
Tu veux être à la fonction Du publique, fonctionnaire. d'accord, Très bien. du fonctionnaire, on t'envoie quelque part, mais il faut servir l'État. Est-ce qu'on est à Abidjan seulement on sert l'État? À Gagnon on sert l'État, à Korogo on sert l'État, à Boaké on sert l'État, même chez moi à Pogouin. On sert l'État, mais bien N'est-ce sûr. pas? Très bien, Voilà, donc Élisée. il faut qu'on accepte Alors, de servir l'État là où on nous envoie. On a donc ces éléments-là qui pourraient expliquer ce chiffre de Pas qui 7669. pourrait, qui explique, en grande partie ce chiffre de 7769. C'est pour ça Quelle que le- solution, justement, Madame la ministre proposerait pour Mais réguler Madame la la ministre, question? contrôle elle a interpellé les DRH. Hmm. Il faut prendre les dispositions pour que ceux qui sont affectés dans vos différents services, dans vos différents ministères, prennent fonction. Elle a fixé la date, je crois que c'est au premier trimestre 2025. Ceux qui ne seront pas à leur poste seront considérés comme démissionnaires et donc radiés des effets de la fonction publique. Très bien. C'est tout. Parce que si vous avez voulu postuler pour un concours et que vous avez été admis, qu'on vous a envoyé, si vous ne voulez pas faire le boulot, il y a plusieurs Ivoiriens qui tapent cherchent à la du porte. travail. Voilà, donc ils pourront vous remplacer aisément. Monsieur Marius Komoé, quand on finit d'écouter Pascal Herman et je vous écoutais, je vous voyais sourire au propos d'Élysée, comment est-ce que vous réagissez justement à ce chiffre et surtout à l'explication d'Élysée, Marius? Il faut dire que Madame la ministre fait un travail fabuleux parce que, mine de rien, nous avons constaté ces dysfonctionnements depuis des années. Et je me rappelle que sous la gouvernance de ce département ministériel par M. Cissé Bakongo, ce travail avait démarré. Hein, Ce travail, lequel travail? Le contrôle de l'effectif, hein, j'allais dire du personnel de C'est l'État. cela. Et donc, ce travail avait démarré et malheureusement, il n'a pas pu terminer. Et je suis heureux qu'elle ait repris les rênes de ce département ministériel en s'appuyant naturellement sur les dossiers laissés par ses prédécesseurs. Quoi qu'il en soit, c'est inacceptable au final. Je peux vous le dire parce que au niveau national, nous attendons tous le redéploiement d'un certain nombre de fonctionnaires, surtout dans le domaine de la santé, dans le secteur de l'éducation. Je vous le disais sur ce même plateau, chez moi à Niassué. Oui, on compare à Niassué. Ah oui, encore. toujours à Niassué, on va à Niassué. Et à Bengourou, nous n'avons pas d'enseignants dans certaines matières spécifiques pour des élèves qui sont en classe d'examen, c'est-à-dire en classe de 3e. Lesquels, par exemple? Quel type de Mais par matière? exemple, SVT, on n'a pas d'enseignants de SVT, on n'a pas d'enseignants de mathématiques. Sciences de la vie et de la terre. Comme Bah, on dit, SVT, y compris, et même il y a le seul enseignant d'anglais enseigne le premier cycle et le second cycle. Bon, c'est inacceptable. Voyez-vous, et ça c'est le cas d'Aniassué. Mais et pour le reste de toute la Côte d'Ivoire. Bon, au niveau des centres de santé, vous avez des centres de santé qui ont besoin de sages-femmes, qui n'en ont pas, qui ont besoin de médecins, qui n'en ont pas. Alors, on a 7000, 669. disons près de 8000 agents de l'État qui sont assis à la maison et qui attendent d'être affectés. Bon, je sais bien qu'au niveau de ce département ministériel, C'est pas enfin, bon, allez-y. Ils sont qui pas à leur poste. attendent même d'être redéployés. C'est ça même le mot. Ils ne sont Sur pas à le leur camp- position. Ils ne Pardon? sont pas à leur poste. Ils ne sont pas à leur poste, bien sûr. Mais ils n'attendent pas forcément, les 8 Tout à 000 n'attendent fait. pas forcément d'être Mais redéployés. Ils sont bon, déjà affectés. Ils sont mais déjà ils peuvent pas affectés, mais ils n'ont pas encore pris fonction. Bon, voyez-vous, c'est encore plus dangereux. Bon, tenez-vous bien. J'étais en train de dire tout simplement que si on y prend garde, finalement, on se retrouvera. Vous voyez, au niveau du ministère, pour être plus clair, vous avez la direction générale de la fonction publique. Vous avez la direction des ressources humaines. Mais vous avez aussi d'autres directions qui agissent dans le même sens. Vous avez par exemple la direction de la programmation et du contrôle des effectifs du dit ministère. Mais vous avez aussi à côté une autre direction qui est, si mes souvenirs sont bons, la direction de la gestion du personnel civil de l'État. Voyez-vous, tous ces services-là devraient travailler de commun accord, de concert pour pouvoir nous rendre, mettre sur le terrain des agents tous qualifiés en ce qui leur concerne, en ce qui concerne leur formation, pour pouvoir servir les Ivoiriens. On a près de 8000 fonctionnaires, ils sont assis à la maison, à ne rien faire. Quand on sait qu'il y en a même qui sont déjà en activité, mais qui ne font rien, ils ne vont pas au travail et ils sont payés. En tout cas, Madame la ministre d'État, messieurs, dames, je vous aime beaucoup, vous le savez, mais nous sommes obligés de progresser de notre agenda. Merci. C'est pas grave, ce petit point, on le fera peut-être un autre jour, Herman, il n'y a pas de problème. Avançons, très cher Pascal, avec l'ADU qui prendra toute sa force à partir du 1er janvier. Qu'est-ce que c'est que l'ADU? C'est simplement l'attestation de droit d'usage coutumier
qui remplace l'attestation villageoise. Si vous devez acheter un terrain désormais en Côte d'Ivoire, il faut simplement demander ce document. L'attestation villageoise n'aura plus de force à partir du 1er janvier. Tout ça pour éviter justement que certaines personnes vendent des terrains à plusieurs personnes et que cela entraîne des conflits. Pascal, votre réaction justement à cette nouvelle disposition? Eh bien, voici donc qu'est en marche la digitalisation de notre État qui s'incruste dans chaque administration, dans celui du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et c'est heureux. On sait ici que les questions du foncier urbain, mais du foncier rural aussi, avec anciennement l'attestation villageoise et tous les ravages que ça a causé. Et plus globalement, on a noté qu'il y avait un élan de digitalisation, de certification, de sécurisation de tous ces documents-là autour des ventes de terrain en Côte d'Ivoire. De moins en moins, il y a de litiges. En tout cas, on en entend parler de moins en moins. Et cette ADU qui va rentrer en vigueur en janvier 2025, je suis sûre, viendra aplanir encore une fois toutes les velléités de fraude, toutes les velléités de double vente, toutes les velléités de litiges. Surtout sur les terrains. Surtout sur les terrains, surtout sur le foncier urbain qui est très tendu. Vous savez qu'Abidjan est en train de s'étendre. Le district s'élargit. Abidjan touche Bingerville, Abidjan touche Songon. Donc, il faudra que tout ceci soit vraiment élaboré sur des bases inattaquables. Et le papier imprimé qui est sécurisé, le QR code qui vient vous donner toutes les informations, c'est vraiment une très bonne chose. Ce qu'il faut saluer en plus, c'est cet élan aussi de communication que fait le ministère de la Construction depuis un moment, avec un magazine sur la chaîne nationale, avec un magazine papier, avec ses interventions régulières autour des outils de communication, notamment du CICG, que je voudrais noter pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir concernant la loi sur notre foncier urbain, en tout cas les dispositions réglementaire. Merci infiniment, Pascal. Herman, alors ce point, il a fait lors de sa rencontre avec les internautes, c'était lors de Gouv Talk. Voilà, Gouv Talk. C'était le mercredi 18, Élysée, mercredi 18. Alors Herman, votre point. Et puis une finition dans le temps, on va grappiller un peu sur les dispositions qu'il prend justement pour éviter que ceux qui recherchent des maisons puissent payer des sommes pharaoniques juste pour la location et la caution. Mais Herman, réaction déjà sur la décision de l'ADU? Pascal a dit, hein, ce document, cet ADU, il est pertinent en plusieurs points. La sécurisation foncière, aujourd'hui, c'est doté d'un code QR, voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ça simplifie aussi les démarches. Vous savez, aujourd'hui, dans un seul document, on se retrouve à l'arrêté de concession définitive, qui est l'ACD, qui est le document prisé. Donc, avec ce seul document, qui est du début jusqu'à la fin, ça facilite les démarches. Ça permet aussi, elle a dit, de lutter contre les lotissements qui sont non approuvés et autres. Aujourd'hui, il y a quand même des listes de façon régulière que le ministère sort sur les lotissements qui n'ont pas abouti. Il y a aussi la sensibilisation, parce qu'elle a dit, il est aujourd'hui sur plusieurs canaux. Il sensibilise à l'effet de faire connaître cette décision-là. Et puis, il y a aussi la transition qui est progressive. Il ne vient pas du jour au lendemain dire aux acteurs, à toutes les personnes que voilà, demain, 6 heures, il y a l'ADU, il laisse quand même des délais. Et je pense bien qu'il a dit le 1er janvier. Et je crois que certains chefs de village ont souhaité qu'on proroge cela. Peut-être qu'il va écouter. Tout cela, ça participe à ce que tout le monde s'engage là-dessus. Mais il y a une question quand même qui reste, qui demeure. Quelles sont les mesures qui sont prévues pour lutter contre peut-être la fraude, puisqu'on parle de code QR et autres, sur la falsification de l'ADU, parce qu'on a vu ça sur la CNI et d'autres documents. Mais déjà, commençons avec le document et puis on verra ou bien comment je préfère le dire aujourd'hui. Tout ce mécanisme qui met en place, c'est pour faire en sorte que le document soit un document certifié, un document qui ne soit pas, qui va éviter qu'il y ait des fraudes. Mais si le document même il est falsifiable, il y a un problème pour que
Je dis ça pour qu'il renforce la sécurité au niveau de ce document-là. Pascal, juste un petit point. Juste un petit point pour dire qu'il y a une pléthore de lois qui existent dans notre État. On ne va pas créer chaque fois des lois spécifiques pour la fraude immobilière ou la fraude sur terrain. Je veux dire, déjà, l'arsenal des lois en Côte d'Ivoire prévoit très certainement des sanctions à divers degrés, à divers niveaux pour tous ceux qui fraudent. Donc, la fraude sur l'attestation de droit d'usage coutumier doit forcément rencontrer une loi qui existe ici en Côte d'Ivoire pour les personnes qui afin de punir les indélicats. Les lois en Côte d'Ivoire, ça existe. Hein. C'est souvent dans l'application qu'il y a problème. Il y a les gens qui trouvent à ce moment-là, c'est un autre débat. Oui, il y a les gens qui trouvent des mécanismes pour contourner. Sinon, l'ACD existait, l'attestation villageoise, ça faisait sa route. C'est parce qu'on a vu que la situation était grippée qu'on est arrivé à l'ADU. Donc, ce qu'on dit, il faut faire en sorte que cet ADU-là, qui est un document de référence, ne soit pas falsifiable. Il faudrait que le ministère... Très bien, Man. On a compris votre point. Il faut faire en sorte qu'il ne soit pas falsifiable. Voilà, c'est cela. Élisée Boloube, avec vos regards, un peu votre point de vue, mais aussi ceux qui ont en ce moment l'ACD, du moins l'attestation villageoise, avec un lotissement déjà bien approuvé. Comment ils font? Est-ce qu'ils doivent... Quelle est la procédure afin de... Est-ce que ça correspond à l'attestation de droit d'usage coutumier ou qu'est-ce qu'ils font? Non, ceux qui ont l'attestation villageoise, le ministre a été très clair là-dessus. Ça, c'est depuis le mois de juillet qu'il a commencé à communiquer là-dessus. On a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir engager la procédure d'obtention de l'ACD. Voilà. Ceux qui ont l'attestation villageoise. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer dès maintenant à engager la procédure. Parce qu'à partir du 1er janvier, on ne permettra plus que des procédures soient engagées avec une attestation villageoise. Maintenant, il va falloir un ADU en bonne et due forme. Et ça, le ministre a insisté là-dessus. On ne vous dit pas d'avoir votre ACD avant le 31. On vous dit engager la procédure avant le 31. Et il a été très clair en disant hier que pour déjà même la demande d'ACD au niveau du ministère, il a été très clair avec tout le monde, ça ne dépasse pas 100 000, au maximum 100 000. Sinon, c'est entre 70 000 et 100 000 pour engager déjà le processus d'obtention d'un ACD au niveau du ministère. Pourquoi on n'a pas un prix fixe, justement? Donc, il a demandé... Non, c'est parce que ça dépend des secteurs, ça dépend des superficies, des parcelles et des secteurs. Oui, c'est important. Voilà, je ai dit que si tu veux un terrain à Pogouin, tu vas pas payer la même chose en zone 4. Voilà, donc tout ça. Pogouin étant plus cher que la zone 4, on est d'accord. Pogouin, vous l'avez payé 100 francs, zone 4, vous payez 80 francs. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait que le prix n'est pas forcément les mêmes donc, choses. on est entre 70 000 et 100 000. Voilà, pour engager la procédure au niveau du ministère d'obtention de l'ACD. Donc, il a vraiment encouragé les gens à vraiment engager. C'est vrai, il nous reste quelques jours, mais à déjà le faire. Si tu es déjà dans le circuit, le reste là va suivre après. Mais c'est quand tu n'es pas dans le circuit après que ça devient un peu difficile. Mais je reste convaincu quand même qu'il y a certainement une possibilité en fait d'ouvrir une brèche après. Mais généralement, quand on dit aux gens, on va essayer de voir si on peut proroger. Tu vas voir que tout le monde a commencé à croiser les bras pour attendre une prorogation. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on reste dans cette dynamique. Pas parlé, en tout cas, voilà, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là du fait que à partir du 1er janvier, on sera à l'ADU. Ça, c'est déjà une bonne chose. Pour ce qui concerne le document en lui-même, je crois que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel. Pour rassurer Herman, parce que la préoccupation qu'Herman pose est une préoccupation légitime de savoir si le document... En tout cas, le ministre était clair là-dessus. C'est un document hautement sécurisé. Maintenant, toujours est-il qu'on est dans un monde où il y a toujours des gens qui essaient de contourner la loi. C'est pourquoi, justement, lui dit, avant même d'engager des transactions et de pouvoir finaliser les transactions, il faut toujours prendre la peine de vous référer au ministère. C'est ça. C'est important. Parce que c'est de l'argent que vous allez engager. Vous finissez après, on vous a vendu un document farfelu et vous venez pleurer au ministère. Alors que vous avez la possibilité d'aller vérifier auprès du ministère l'authenticité. Est-ce que c'était l'habitude justement des populations, des acquéreurs? Non, pas du tout. C'est ce qui faisait justement qu'on se retrouvait dans beaucoup de litiges. Donc il insiste vraiment pour qu'on aille vers les services du ministère pour vérifier l'authenticité des documents qu'on reçoit. Quoique, il estime que ce document-là est hautement sécurisé. Donc je crois que c'est à nous maintenant de pouvoir adopter des attitudes. Parce que, citoyenne, comme je le disais hier, pendant qu'on est en train de suivre l'émission, je dis si on veut compter les Ivoiriens, en tout cas qui aujourd'hui pleurent pour s'être fait gruger dans cette histoire de terrain-là, peut-être que ce sera la moitié quand même de la population. Voilà, donc désormais, on ne veut plus se retrouver dans ce schéma-là. Ça ne devrait pas être une hantise d'acheter un terrain. Marius Komoré, juste une précision pour ceux qui nous regardent. Alors, concernant les acquéreurs qui ont déjà une attestation villageoise et qui n'ont pas encore leur ACD, le ministre a fait une précision. Ceux qui sont dans un lotissement approuvé doivent entamer la procédure d'accès à l'ACD munis de leur attestation villageoise. Marius Komoré, votre commentaire justement sur le nouveau document à avoir pour l'achat d'un terrain?
C'est salutaire. D'ailleurs, nous avons pris part à une conférence de presse du ministre Bruno Nabagné-Koné, conférence au cours de laquelle il nous a bel et bien invités. Et croyez-moi, au cours de cette conférence de presse, on s'est bel et bien rendu compte que cette vision du département ministériel est salutaire dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que l'introduction de ce document, eh bien, dans la gestion du foncier en Côte d'Ivoire, le foncier urbain en Côte d'Ivoire, était d'une importance capitale dès lors que ça permettait à l'État d'encadrer les communautés villageoises. On se rappelle que... pourquoi est-ce qu'il faudrait les encadrer? Oui, parce qu'on a constaté que chaque village délivrait des attestations villageoises. Et souvent, plusieurs attestations à un seul... une seule attestation à plusieurs acquéreurs. Certaines personnes, on ne va pas simplement dire que ce sont qui le faisaient? On les connaît bien. Les communautés qui le font sont bien identifiées. Dans le district même d'Abidjan, c'est bien connu. À l'intérieur du pays, c'est également pour certaines régions du pays, c'est connu. Bon, donc, dans les grandes métropoles, en tout cas, les gens prenaient ce malin plaisir. Aujourd'hui, à Abidjan, ici, on vous vend, vous avez un terrain pour au moins 4 acquéreurs. Vous avez un terrain pour 5 acquéreurs. Et c'est pour tout ça que ce document-là vient mettre un terme à toute cette... L'attestation de droit d'usage coutumier. Justement. Et donc, le ministre, en y pensant, a bien voulu régler un problème crucial. Parce que c'est inacceptable que des gens souffrent, vivent avec le minimum, économisent et décident d'acquérir un terrain, et des individus leur vendent un terrain et revendent le même terrain à des tiers, et ainsi de suite. Ils disparaissent de la circulation. Et ils disparaissent, on ne les retrouve plus. Bon, ça devient maintenant des problèmes de justice, et donc il fallait trouver une solution définitive. Et je pense que l'initiative telle que cela a été conduit par le ministre Bruno Nabagné-Koné est salutaire, et nous espérons qu'avec le temps, eh bien, tout ce que nous avons vécu avec les attestations villageoises qui nous amenaient tout le temps à rester en justice contre des tiers seront que de lointains souvenirs. Alors, on n'a pas assez de temps, on doit recevoir un invité, Herman, rapidement avec vous, les nouvelles dispositions. On va rappeler les nouvelles dispositions pour... Je voulais juste préciser que les droits d'ACD sont passés de 202 000 à 127 000. Exactement. Okay, très bien. Et que toutefois, les chefs ébriés à Tchan restent opposés à ce document. Ils ont toujours été opposés d'ailleurs. D'accord, très bien. Alors, on va poursuivre. Et on comprend bien les raisons. Non, on ne va pas pousser jusque-là. Non, ce n'est pas les raisons, ce n'était pas le sujet. En tout cas, n'allons pas là-bas. Si les a. Alors, Herman, revenons juste sur cette disposition avant de recevoir notre invité. Par rapport pour les locations Les locations, là. Bon, les locations, normalement, des maisons, d'appartements, de maisons, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Voilà. Maintenant, il se trouve que dans la pratique, il y a un 5e mois qui s'ajoute qu'on appelle agence. Souvent même le propriétaire, il a lui-même la propre agence. Que devrait faire le citoyen? Normalement, on doit signaler. Lorsqu'il constate on doit signaler, mais lorsque tu es en train de chercher une maison, si tu signales, tu prends le risque de perdre forcément la maison. Et on peut t'identifier comme un mauvais locataire. Généralement, je ne sais pas comment tu fais pour acquérir tes maisons, tes appartements que tu loues, mais à la pratique, c'est que c'est très très difficile de signaler le locataire dont on souhaite avoir la maison. Le propriétaire te dit que ce n'est pas l'État qui a construit la maison. On se met dans le jeu, on paye le 5e mois de l'agence. On va décrypter assurément demain ou un autre jour. Non, mais lancer un appel pour lui trouver un appartement aussi, c'est ça l'enjeu de tout ceci. On va recevoir notre invité, monsieur Kofi Désiré Nyamba, qui est promoteur de The Expo. La 5e édition de The Expo, prévue les 21 et 22 décembre au pas de course. Bravo et bonsoir, merci d'être là. Attention, votre bouton. The Expo. Voilà. Alors, présentez-nous un peu The Expo, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, merci à Live TV, merci au Talk de nous recevoir aujourd'hui. On va dire que Expo, c'est une plateforme de promotion de tous les acteurs du secteur créatif ivoirien, en fait. Okay. Donc, entendons par secteur créatif ivoirien, donc tous les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la mode, de l'art, de la beauté. Dans le micro, pour vous comprendre. Voilà. Donc, tous les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la mode, de l'art, de la beauté, du lifestyle, du bien-être et tout ça, en fait. Donc, c'est tous ces acteurs-là qu'on essaie de toucher à travers un événement qui se tient sur 2 jours.
Pour cette édition, ça se tiendra au centre sportif ivoiro-coréen de Cocody. Et nous sommes à la 5e édition. Et sur chaque édition, on réunit en moyenne 100 à 150 marques qui exposent leur création. Et on attend sur chaque édition entre 1000 et 2000 visiteurs en fait. Ok, Hermel. La vraie difficulté, la vraie problématique, hein, lorsque ce sont des exposants locaux, par exemple, qui leur marque, il y a la question, c'est vrai que la qualité y est, mais il y a la question du prix qui n'est pas souvent intéressant. Est-ce que ces questions, à ce VSPO-là, vous avez réglé ces questions avec les exposants qui vont venir présenter leurs produits? Bon, question de prix, bon, c'est vrai que, on va dire, en termes de secteur créatif, il y a beaucoup de choses à régler en dessous, par exemple l'industrialisation du processus de création. Mais déjà, pour les exposants qui sont là, on va dire, ces expos, on donne en fait l'expérience aux Ivoiriens en fait, de pouvoir en 2 jours découvrir les marques les plus tendances du moment, les artistes les plus en vogue qui expriment leur créativité. Donc, ce jour-là, en fait, les marques font l'effort de faire des promotions à moins 15, moins 10%. C'est les marques ivoiriennes ou... Ouais, des marques ivoiriennes. Okay. On a des marques aussi étrangères. Mais on va dire, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment des acteurs locaux, en fait. Donc, on a par exemple des marques gabonaises, d'origine gabonaise, qui sont en Côte d'Ivoire, qui exposent d'origine burundaise, d'origine marocaine, tout ça. Donc, c'est vraiment ces marques-là qui se retrouvent. Et sur ces 2 jours-là, les marques font l'effort, en fait, de baisser leur prix, de vraiment avoir une politique de relation directe avec les consommateurs pour pouvoir faciliter en fait les achats en fait, des potentiels consommateurs. En fait. Pascal? Oui, je voudrais savoir si là, vous êtes là ce soir parce que vous avez besoin que les gens continuent de réserver des stands ou bien c'est pour lancer un appel et je me comprends, je pose déjà cette question. Parce que tous les stands sont pris. Très belle question. En fait, là, honnêtement, tous les stands sont pris. On n'a plus de stands depuis déjà une semaine. Ah, ça, c'est bien. Parce que déjà, justement, on a beaucoup de créativité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont vraiment en remarque avec l'exposition qu'on fait parce qu'on est vraiment fiers de l'organiser. Parce qu'on voit la créativité qui est là. On a par exemple des exposants qui vendent du savon à base de feuilles de manioc. Donc, ça, par exemple, il n'y a jamais entendu. À base de feuilles de manioc. Ouais, par exemple. Donc, ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est inédit. Donc, les exposants, ils sont là. Mais les Ivoiriens, en fait, on reproche aux Ivoiriens de ne pas consommer local. Mais on se dit qu'il faut déjà qu'ils connaissent ces marques-là. Donc, nous, à travers cet événement-là, c'est de pouvoir en fait, créer ce lien-là. En fait. Donc, on invite vraiment tous les Ivoiriens à être là ces 2 jours, le 21 et 22 décembre, pour pouvoir se connecter à ces marques-là. En fait. Parce que si tu ne connais pas les marques, peut-être tu ne pourras pas consommer. Donc, ce jour-là, c'est vraiment de venir les rencontrer, échanger avec elles et puis savoir ce qu'elles font concrètement. Quoi. Il nous reste pratiquement 2 minutes, Élisée et Marius, on va se les débattre en vous. Si on a un tout petit temps, Pascal nous aura la parole. D'accord. Je vois que vous êtes très jeune et je vois que les jeunes sont très attachés aux questions de marque et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la proportion des jeunes présents sur ces gens sur VSPO, notamment en termes d'exposants et tout ça? Est-ce que vous avez une idée au moins de cette proportion de jeunes? Oui, vas-y, nous, nos exposants de base, on sont à mon image en fait, c'est-à-dire ils sont dans la tranche d'âge de 25 à 35, 40 ans, on va dire. Donc c'est vraiment des jeunes aussi qui exposent. Et puis on va dire en termes de créativité, en termes d'acteurs du secteur créatif, on va dire il y a peut-être 3 classes. Il y a ceux qui commencent, il y a ceux qui sont au niveau moyen, il y a ceux qui sont Patéo et autres. Voilà. Donc c'est vraiment le niveau, on va dire la plus majeure partie des exposants sont vraiment des exposants émergents en fait. Et après, on a vraiment aussi des grandes marques qui sont là aussi parce que chaque édition on en évite quand même d'évancer aussi pour relever on va dire, le niveau de l'édition. Donc on a vraiment des grandes marques cette année en fait. Donc on a des marques comme Maraz qui viennent du Sénégal, tout ça. Très bien, on ne va pas faire de pub. Hein. Marius, comment est question? C'est une bonne initiative. Ou commentaire? Non, aucun commentaire, il faut l'encourager plutôt. Oui, très bien. Moi, juste dire, j'ai vu passer les photos, c'est un peu vide. Hein. Donc, samedi prochain et dimanche prochain. Ça, c'était la dernière édition, ouais. Oui, moi, j'aimerais dire... En fait. Déjà, on voit de plus en plus de grandes boutiques ou de commerces qui sont tenus par des créateurs ivoiriens ou africains qui s'installent en Côte d'Ivoire ou bien ivoiriens qui décident de produire en Côte d'Ivoire. C'est une chaîne vertueuse de petits artisans, de petites mains, d'emplois qui sont créés. Donc, quand nos jeunes se lèvent comme ce jeune homme-là et montent toute une organisation, que tous les stands sont pris et que juste ce qu'il y a à faire, c'est de remplir
le centre culturel coréen samedi et dimanche prochain. J'aimerais lancer l'appel avec lui. Il faut y aller, s'il vous plaît. On S'il est vous ensemble. plaît. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'initiatives privées, comme elle le dit, il qu'il faut faut les encourager. soutenir. Ouais. En fait, on va pas faire trop de publicité, mais on n'a pas trop besoin de parler parce que tous ceux qui viennent, ils ne regrettent pas en fait. Parce qu'il y a trop de marques, il y a 80 marques en fait. Parfois, on a de Et très en belles fait, surprises. Non, il n'y a qu'à voir la chemise que vous Ouais, par portez. exemple, ça c'est très belle un tissu, on va dire burkinabé. Mais Je peux qui est toucher fabriqué. J'ai pensé que c'était du Ah pâteau. oui, j'ai du Ok. très bon. D'accord. Donc il y aura tout ça là-bas, et voilà, Alors, même des tableaux ce sera d'art. donc au centre sportif et culturel ivoiro-coréen Oui, c'est ça. à partir de De 9h à De 18h. 9h Donc c'est sur à 2 jours en fait. 18h. On a des à défilés. Cocody. Hein. Ouais, et justement, c'est pas qu'une exposition parce qu'on a des défilés, on a des panels avec C'est des bien. acteurs du secteur créatif. Pour ceux qui veulent entreprendre dans le secteur créatif, vrai, ils peuvent c'est venir bien. apprendre en fait lors de cet événement-là en fait. Et il y a de la Bravo. restauration. Ouais, il y a de la restauration. Forcément. Bien. Mais En du tout Côte cas, d'Ivoire. bravo. Made in Côte d'Ivoire. Bravo, bravo, bravo. Moi, on vous applaudit. Et c'est ça la jeunesse ivoirienne qu'on cherche. Bravo. ce soir. Bravo, bravo. J'avoue que je lui disais doucement que je voulais garder la chemise. Quoi. En seconde partie de ce temps d'antenne, s'il vous plaît, monsieur. En seconde partie, nous aurons donc une chronique qu'on va démarrer à partir d'aujourd'hui avec Élisée Boloubeu qui s'y colle aujourd'hui. La thématique, c'est Côte d'Ivoire, terre minière. Et ensuite, nous aurons notre invité, le professeur Kouadio Georges, pour parler de code de l'environnement, quelle utilité et impact pour les citoyens. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis. Notre invité nous a rejoint. Alors Herman est là, Marius, Élisée, Pascal nous a quittés. Notre invité, monsieur le professeur Kouadio Georges, nous accompagne. On parlera avec lui du code de l'environnement. Mais avant, Élisée, petite rubrique sur la Côte d'Ivoire, terre minière, Élisée. Oui, Christelle, comme tu l'as si bien dit, pour la première, en tout cas du biais du Grand Talk, nous allons parler d'un secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire, c'est le secteur minier. Il faut juste retenir que le secteur minier ivoirien est dominé par un minerai essentiel qui est l'or. L'or, avec 12,8% des exportations, se positionne comme la ressource minière la plus exploitée. Pour cela, il faut déjà noter que nous avons 14 mines industrielles, nous avons 227 mines semi-industrielles et nous avons 149 mines artisanales actives. Le secteur aurifère reste dominé par les entreprises canadiennes, comme vous pouvez le remarquer sur la slide. C'est cela. Je pense qu'on va nous la faire passer. Mais vous verrez que sur 9 sites aurifères, nous en avons 5 qui sont dirigés par des entreprises canadiennes. Donc, pour montrer effectivement que ces entreprises canadiennes-là sont très présentes dans le secteur aurifère en Côte d'Ivoire. Il faut noter déjà que le 19 octobre dernier, Endeavour Mining, qui est une entreprise canadienne déjà, a inauguré la mine d'or de Lafigué, qui est dans la région du Hambol, donc dans le centre-nord de notre pays. Ce site-là, qui sera en exploitation, ou du moins qui a débuté son exploitation depuis juin 2024, dispose d'une réserve d'or, figurez-vous bien, de 65 tonnes d'or et pourrait livrer environ 5 tonnes l'année pour les 13 prochaines années. Wow. C'est pour vous montrer donc l'importance en tout cas de l'exploitation aurifère en Côte d'Ivoire. Je pense même que la Côte d'Ivoire pourrait s'appeler Côte de l'or aussi. On m'a dit à l'époque on l'appelait la Côte de l'or et je pense que c'est quand même justifié. Il faut aussi noter que cette entreprise-là, pour cette mine qui a ouvert et qui a commencé à être exploitée depuis juin, prévoit environ créer 1500 emplois. C'est donc pas négligeable. Bien et sûr. donc, c'est les jeunes de ce secteur-là qui seront, de cet environnement, de cet espace-là, qui seront vraiment les bénéficiaires. Cette entreprise aussi, Endeavour Mining, a une deuxième exploitation minière qui est donc dans la région de Iti. Et c'est, je vais dire, l'une des mines les plus prospères de notre pays parce qu'elle produit environ 8,5 tonnes de minerais par an. Son actionnariat aujourd'hui est détenu effectivement par Endeavour Mining à 85%. Wow. Mais il faut aussi noter que la Côte d'Ivoire a 10% et la Société des mines, la SODEMI, en a 5%. On ne s'arrête pas là. Ça fait 15%. On ne s'arrête pas là. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. On a déjà le pied dedans. Je pense qu'il faut quand même On aussi va le faire nos retenir. comments. Voilà. La récente découverte dans le département d'Issia Oui. de gisement de coltan. Est-ce que vous savez ce que c'est le coltan? Bah oui, Colombo c'est un tantalite. minerai de couleur noire Oui. avec le tantal Oui. et puis le Niobium. niobium, voilà. Voilà, deux métaux C'est quand stratégiques. même Christelle. Deux métaux stratégiques qui servent à la fabrication de condensateurs pour les équipements électroniques, mais entrant également dans la composition d'alliages de cobalt et de nickel dans l'aéronautique et particulièrement la fabrication des réacteurs. Wow. Vous voyez donc que cette découverte-là, faite donc de la Côte d'Ivoire, vient à rajouter au fort potentiel minier de la Côte d'Ivoire. L'exploitation du tout premier gisement de coltan ivoirien a été confiée à une société de droit ivoirien.
Je pense que ça, au moins, ça peut être applaudi. Ça peut s'applaudir. Voilà. Herman applaudissait le quand droit même. ivoirien, appelé Ivoire Coltan. Écoutons-le. Appelé Ivoire Coltan. Ivoire Coltan, oui. Détenu cette fois-ci, Oui. Herman, tu peux te réjouir, à 51% par la Soudémie, 39% par un partenariat chinois et 10% par l'État de Côte d'Ivoire. Donc la partie, je veux dire, étatique est autour de 61%. Je Ça, c'est très bien, ça, bien sûr. Voilà, c'est important. Oui. Donc pour finir, il faut retenir déjà que le gouvernement ivoirien envisage d'accroître la contribution de l'exploitation minière dans le PIB. Aujourd'hui, il est à 3%. Le gouvernement espère le faire monter jusqu'à 6% d'ici 2030. Et donc, dans ce cadre-là, un ensemble d'initiatives et entreprises. Vous avez vu récemment le CIREX, qui a eu lieu avec un succès, comme on l'a eu à le constater. Voilà, et à côté de ça aussi, il y a une nouvelle révision du code minier qui est en cours pour rendre encore le secteur davantage attractif, même si le pays est déjà classé, hein, figurez-vous bien. Les gens ne le savent peut-être pas, mais le pays a été classé en 2022 par Fraser Institute comme la plus attractive en Afrique de l'Ouest. La juridiction minière la plus attractive en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire en 2022 a été classée par le Fraser Institute. Je pense que ça mérite des applaudissements. Bien sûr. Même si Herman ne veut pas applaudir, voilà, c'est pas grave. Donc, Christelle, ceci dit, c'était pour ce premier numéro-là, le secteur dont on voulait parler, donc le secteur minier ivoirien. Merci, bravo Élisée. C'était très très bien fait cette chronique avec des informations importantes pour la Côte d'Ivoire et surtout pour nos téléspectateurs. Et puis c'est important parce qu'on sait qu'il y a des dispositions prises pour augmenter le niveau du contenu local. C'est ça. Aussi dans le dispositif gaz et autres minerais. En tout cas, bravo Élisée pour ces recherches-là, c'est très bien. Merci beaucoup. Ne me regardez pas, Herman. Herman, on a 61% dans le coltan, dans l'entreprise qui a exploité le coltan. Pendant que tu disais le tonnage de l'or et autres, on voyait bien qui possède vraiment l'or en Côte d'Ivoire, mais j'attendais aussi le tonnage du coltan, je ne l'ai pas eu. Ben non, c'est maintenant qu'on va l'exploiter. Je dis que ça a été découvert récemment, le gisement. Ouais, donc on pourra le dire. Il est estimé à quelle capacité? Mais déjà, il y en a 61% dans l'entreprise. Il faut noter ça déjà. La capacité, je te la donnerai plus tard. T'inquiète pas. Très bien. Alors, d'un code à un autre, puisqu'Élisée nous a parlé du code minier, nous atterrissons directement avec le conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Nous atterrissons sur le nouveau code de l'environnement. En Côte d'Ivoire, rien n'est fait au hasard. Tout est bien travaillé de façon spécifique avec des professionnels. Et justement, le professeur Kouadio Georges est là pour éclairer nos lanternes sur ce nouveau code de l'environnement. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir et merci d'être là. Pourquoi était-il important de travailler justement à ce nouveau code? Merci, madame. Mon plaisir. Je voudrais, avant tout propos, vous transmettre les salutations et les remerciements de monsieur le ministre de l'Environnement, le ministre Assaouré Konan-Jacques, qui nous a donné l'autorisation de venir parler d'un sujet d'actualité, un sujet pour lequel il n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que la nouvelle boussole de l'environnement éclaire le citoyen lambda, de sorte à ce que nous comprenions que nous sommes à une étape critique de la planète qui souffre de nos actions. Le diagnostic est fait, il est clair, tous les États du monde sont confrontés à un problème de protection de leur environnement. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique, en termes d'augmentation de température, en termes de décalage de pluviométrie, en termes d'impact sur la production de nos ressources agricoles, en termes de l'avancement de l'érosion côtière, en termes de déforestation, en termes de gestion des déchets électroniques et ménagers, en termes de pollution industrielle. Tout ceci, je dirais, s'est amplifié au cours des années. Et ce n'est pas sans avoir pris des dispositions en amont. Il faut dire, déjà en 1996, nous bénéficions d'un code de l'environnement. Mais de 1996 jusqu'en 2003, vous comprenez, 2024. À peu près, jusqu'en 2024, bon, le code a été pris en 2023, le 23 novembre 2023, c'est pour ça que je me situe en 2023, mais nous sommes en 2024. Alors, durant tout ce temps, il faut dire qu'on a pris des dispositions, des textes, mais il fallait encadrer tout ça avec un nouvel instrument juridique pour mieux protéger l'environnement. C'est ce qui nous a emmené vraiment à ce nouveau code.
Le code a bougé donc en termes d'innovation assurément, mais est-ce que nos habitudes ont bougé? On en parle sur ce plateau avec vous. Herman, commençons. Ouais, voilà, elle posait la question si nos habitudes ont bougé, mais moi, je vais revenir un peu. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il existe le code minier, Élisée le disait tout à l'heure, il y a le code de l'eau, le code forestier, sur plusieurs écosystèmes. En même temps, nous avons aussi plusieurs codes. Hein. N'aurait-il pas été plus pertinent d'intégrer tous ces codes-là en un seul document pour éviter souvent la confusion, donc la fragmentation dans la gouvernance de la question environnementale? L'environnement est un tout, comme le corps humain est un tout. Mais pour pouvoir adresser des questions, je dirais des yeux, il va falloir le cadrer, le comprendre dans ses caractéristiques. Lorsqu'on parle de l'eau, l'eau est un élément de l'environnement. Le code prévoit, je dirais, le cadre général de la gouvernance de l'eau, avec un certain nombre d'articles. Il prévoit le cadre général, la gouvernance de la forêt, le cadre général de la gouvernance des déchets électroniques. Mais ces éléments, pris dans leur entité, méritent de ce qu'on les étudie dans un autre code. On a parlé tout à l'heure des mines. La question minière est évoquée ici. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme quand vous prenez une loi concernant un secteur, il faut des décrets, il faut des arrêtés, il faut, je dirais, des prescriptions pour mieux adresser la question. Sinon, on risque de perdre des pans. Et le fait de l'extraire n'empêche pas de regarder la cohérence entre ces textes. C'est-à-dire que le Code de l'environnement, qui encadre l'ensemble des secteurs, prévoit l'existence du Code de l'électricité, par exemple, l'existence du Code minier, etc. etc. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas rassembler en un seul document les différents codes que vous venez de citer. Mais le Code de l'environnement prévoit une extension des éléments de l'environnement à travers d'autres codes. Très bien. Élisée, question. OK. Nous savons qu'il y avait un premier code de l'environnement. Ce n'est pas le tout premier qu'on a. Aujourd'hui, quelle est la spécificité de ce nouveau code de l'environnement? La spécificité de ce nouveau code de l'environnement, tout à l'heure... Qu'est-ce qu'il prévoit, en fait, le nouveau? Le nouveau code, ce qu'il prévoit, c'est que, je prends un exemple simple, on avait les questions de déforestation. Oui. C'est ça. On avait 16 millions. Au fil du temps... À l'époque. À l'époque, oui. dans les années 1960. Au fil du temps, on fait de l'agriculture, on fait de l'urbanisation, et on se rend compte que, finalement, les efforts qui sont faits pour conserver la forêt, c'est vrai qu'on a créé la SODEFOR pour les forêts classées, on a les parcs et réserves, mais le problème du changement climatique vient nous interpeller sur la nécessité, je dirais presque absolue, de retrouver notre couvert forestier. Alors, on était à 16 millions d'hectares. On est aujourd'hui, à combien, pour les justement optimistes, on est autour de 2,5 millions. Pour les optimistes. Pour les optimistes. Ça veut dire que c'est... Voilà. Sinon, pour les pessimistes, on est autour de 2 millions. Voilà. Disons, on se situe entre 2 millions et 3 millions d'hectares de forêts encore disponibles. En Côte d'Ivoire. Voilà. Wow. Alors, donc, ça devient des questions, je dirais, critiques, pour lesquelles il faut des solutions urgentes. Et certains aspects n'étaient pas pris en compte dans l'ancien code. Lesquels, par exemple? Bon, l'un des aspects, c'est des aspects liés au changement climatique, par exemple. Okay. Vous savez, la question de la fonction de la forêt, c'est qu'elle permet d'avoir de la précipitation. Elle permet de séquestrer le carbone. Or, sans forêt, face à une augmentation du réchauffement climatique, il devient nécessaire de recréer la forêt. Parce que la température augmente. Et quel est le facteur qui va faire diminuer cette température qui augmente sans cesse par nos activités? Donc, il faut contrebalancer. Donc, il faut mettre en œuvre une politique forte. Et je vous rejoins, le Code forestier prévoit, d'ici 2030, de retrouver 20% de notre couvert forestier.
20%. 20% de notre couvert forestier. D'ici 2030. D'ici 2030. On est un peu loin. Oui, on n'est pas... C'est pas négligeable. C'est des étapes progressives qu'il faut faire. Il faut de l'encadrement, il faut former les gens. Il y a tout un ensemble d'actions. Okay. On joue la possibilité qu'on a de le faire. C'est ce qui est important de savoir. Mais progressivement, nous allons y arriver. Voilà. Donc, la fonction de la forêt, par rapport au changement climatique, devient importante. Nous, on prend ça en compte dans le nouveau code. L'autre élément important, c'est que vous savez, on utilise les portables, les électroménagers, etc. Vous voyez, la prolifération de ces déchets, ces nouveaux déchets, crée des problèmes sur l'environnement. On a vu avec la baie de Cocody, on le verse partout. Donc, la question, comment mieux gérer nos déchets? Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Et le code prévoit les moyens de le faire à travers d'abord un principe. Un principe, c'est une règle, je dirais, fondamentale qui permet de prendre une décision. Bien sûr. Voilà. Et à partir de la question de la gestion des déchets électroniques, on se rend compte que les gens essaient de décortiquer ces appareils, ils extraient de la matière qu'ils vont revendre. Donc il faut encadrer le cuivre. Il faut encadrer tout cela, de faire de ce déchet une matière première qui puisse rentrer dans une économie qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Donc, par rapport à un problème qui devient urgent, on réfléchit et on essaie de trouver des solutions durables qui permettent de continuer l'activité. Aujourd'hui, le déchet n'est pas une fatalité, mais on crée les conditions pour que quand vous fabriquez un produit donné, il faut que vous ayez l'assurance qu'à la fin de vie de ce produit, vous puissiez avoir les capacités de son traitement pour le remettre dans le circuit. D'où l'économie circulaire. Très bien. Marius, comment est la question? Oui, mais à vous entendre, il y a de l'espoir. Beaucoup d'espoir. Avec ce code de l'environnement, il est bien évident que bientôt nous allons assister, ou alors les agressions que nous constatons au niveau de nos cours d'eau, les agressions que nous constatons avec notre biodiversité, sera un lointain passé. Parce que si on s'en tient donc à l'orpaillage clandestin. Oui, un lointain passé, nous le souhaitons tous. C'est pour cela que le code met l'accent sur un facteur important qui est l'éducation environnementale. Ah, très bien. Et c'était mon point d'interrogation. C'est un élément... Aux populations. C'est-à-dire la sensibilisation, la disponibilité de l'information, les solutions pour agir et le comportement quotidien de chaque citoyen face à une denrée qui devient de plus en plus rare. Professeur. Et cette denrée-là, c'est l'environnement qui est le socle du bien-être de chaque citoyen. Professeur. Donc, pour y arriver, il faut que chaque citoyen s'approprie la question environnementale et change sa manière de se comporter vis-à-vis de l'environnement, de sorte à ce que cette espérance que nous voulons tous soit réalisable. Professeur, écoutez-moi. Je vous écoute. Alors, c'est bon de le dire ainsi, et on voit un peu la foule qui vous environne et tout, mais en même temps, la réalité sur le terrain est tout autre. Souvent tout autre. Et souvent tout autre, parce que les lois sont prises, les dispositions sont prises, mais cela n'impacte peut-être pas vraiment le citoyen lambda. Christelle, je prends un cas pratique pour étayer ce que vous dites. Oui, je vous en prie. On prend par exemple la ville d'Abidjan, ça c'est une question de pollution atmosphérique. Il y a plus de 7 cimenteries, je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez, qui sont là, on sait qu'il y a des particules, par exemple le clinker qui est dans le ciment, qui polluent les populations et autres. Aujourd'hui, on a diverses pathologies dont on ne sait pas souvent d'où ça vient. Est-ce que le code de l'environnement prévoit tous ces mécanismes et comment est-ce que, avec ces mécanismes de sanctions et autres, vous arrivez à arrêter l'activité de finalement ces pollueurs-là avec qui on vit à Abidjan? Ok. C'est extrêmement important la question que vous soulevez. Vous savez, les industries se sont installées, il y a ceux qui sont installés avant le premier code 96, et puis on a une urbanisation qui vient généralement vers ces milieux et on se retrouve dans une situation un peu complexe. Mais cette complexité-là, nous avons la solution. Laquelle? La solution, c'est que le CIAPOL a pour mission essentielle de s'assurer que les entreprises qui ont pris l'engagement de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions
pour ne pas que leurs activités aient un impact négatif sur l'environnement. Et lorsque ce n'est pas fait, on se réfère au code. Le ministre Adivo, lorsqu'il s'agit des questions des huileries, j'en viendrai aussi, cimenterie, on a fermé 11 huileries. Oui. Puisque souvent on dit, bon, si on ferme, il n'y aura pas d'emploi, ça va. Non, le ministre a été clair. On ne peut pas mettre la santé des populations. On ne peut pas transiger avec la vie des gens, c'est pas possible. Merci, on ne peut pas transiger avec la vie des gens. D'où la nécessité d'appliquer de façon ferme et rigoureuse le code. Revenons maintenant aux cimenteries. Aux cimenteries, il y a eu des mises en demeure pour les cas que vous venez d'évoquer. Je confirme. Et les entreprises ont été convoquées de sorte à prendre les dispositions de façon progressive, à réduire au maximum leur impact constaté à travers les inspections réalisées par le SIAPOL. Lorsque on vous a mis une mise en demeure, on vous donne un agenda de façon consensuelle, de sorte à ce que vous respectez. Si vous ne respectez pas dans le délai, généralement c'est de 1 à 3 mois, alors une autre vérification va s'imposer au SIAPOL par rapport à cette prescription de mise en demeure. Et en ce moment-là, le ministre n'a qu'à appliquer le code. C'est la fermeture. Quelles que soient les autres conséquences qui en viendront. Et pourquoi les installer là, au lieu de, pourquoi ne pas les délocaliser du moment où... Oui. Mais vous savez, l'État de Côte d'Ivoire est un État de prévision. Vous avez vu les zones industrielles. Mais vous savez, quand une entreprise s'installe, le déménagement est progressif. C'est-à-dire que ça fait partie de leur agenda. Mais pourquoi la laisser s'installer sur un territoire ou une zone où on sait qu'elle va polluer quand on connaît la nature justement de l'entreprise? Non, on ne les a pas installés. Non, je voulais m'aider le professeur parce que vous aviez répondu, mais peut-être qu'on n'a pas trop fait attention. Oui, d'accord. Le professeur a dit qu'il y a des industries qui se sont installées avant et les habitations se sont rapprochées de ces industries. Ça peut être le cas. Même les zones industrielles qu'on va construire demain, il peut y avoir des habitants dans la zone qui peuvent venir après. Oui, mais les zones industrielles, il y a quand même, on tient compte, c'est ce qu'on appelle les leçons apprises. C'est-à-dire dans les zones industrielles, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'évaluation environnementale stratégique qui est faite et qui est prévue par le Code, de sorte que ce type d'impact-là serait beaucoup plus faible que ce qu'on a observé aujourd'hui. On va aller tout doucement pour bien comprendre. Oui, allons-y. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un État qui est très organisé, très sérieux. Et on sait très bien que lorsqu'une zone est disposée, on sait ce qu'il faut sur cette zone. Tout à fait. Soit elle devient industrielle ou habitable. Si elle est habitable, jugée habitable, on n'est pas surpris que des habitations y arrivent. Donc, in fine, on ne devrait pas pouvoir positionner une usine qui, plus tard, polluerait. C'est là le sens de ma question, réaction. Oui, je reviens. Si vous avez un espace donné, je prends l'espace où je suis, et vous voulez vous installer, on fait une étude d'impact environnemental et social. En tant qu'industrie, c'est ça? Oui, tout projet susceptible, c'est l'article 68 du Code, tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement fait au préalable une étude d'impact environnemental et social. Cette étude-là, une fois qu'elle est faite, permet à l'entreprise de s'installer, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez autour de l'entreprise, vous observez souvent qu'il se crée des petits maquis, des habitations, là où il y a un périmètre de respect. Et il appartient, nous, de les déguerpir, de sorte à ce que le rayon que nous avons prévu pour que l'impact sur dans l'environnement qui est prévu pour que l'impact ne touche pas les populations, les gens ne se mettent pas à l'intérieur. Mais souvent, il faut reconnaître l'indiscipline et l'urbanisation sauvage. Couplé au laxisme aussi, il faut rajouter, professeur, couplé au laxisme aussi des pouvoirs publics quelquefois. Oui, il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité très partagée. Mais il faut vous dire que les choses sont en train véritablement de changer. Ce qui a été fait, on ne peut plus concevoir, avec ce nouveau code, que nous puissions avoir ces comportements qui fragilisent notre milieu de vie et a des conséquences sur notre santé. On va suivre ça. Oui, il faut qu'on suive tous ensemble. Très bien. Alors, Hermaniam, juste un point. Il n'est plus possible d'avoir, je le répète, et je sais que le Code en a pris acte, d'avoir une usine à côté et à 150 mètres des habitations. Non, on a une zone industrielle. Elles se sont retrouvées là par hasard. Si vous envoyez, faites-nous signe, le SIAPOL est là et on va suivre le mécanisme
qui les a conduits à s'installer là. dernier Ceux qui se sont installés par le passé, on les encourage, on les accompagne à délocaliser leur entreprise compte tenu du fait qu'ils ont été envahis par des constructions, etc. Voilà. Ce qui est intéressant dans le code, vous avez renforcé le caractère coercitif. On a vu que les amendes, les sanctions, tout ça sont à la hausse. Maintenant, est-ce que les personnes qui doivent faire les constatations des dommages et autres sont véritablement bien formées connaissent bien ce code-là pour ne pas faire des constatations qui finalement vont poser d'autres problèmes juridiques? On a 30 secondes pour terminer l'émission. Oui, à ce niveau-là, je peux vous rassurer. C'est les inspections des installations classées, c'est assuré par des spécialistes. Nul ne rentre dans une inspection d'installation classée s'il n'a la formation nécessaire de le faire. Donc ça, vous pouvez être assuré. C'est des officiers de police judiciaire, ils ont prêté serment et ils ont les outils pour pouvoir vérifier toutes les prescriptions environnementales qui ont été prévues en amont par l'entreprise. On ne va que vérifier. Et si ils ne respectent pas le cahier de charges qu'ils ont prévu, alors on se réfère au code pour leur fixer les amendes prévues à cet effet. Merci beaucoup, professeur. Le rôle du CIAPOL, c'est tout d'abord d'accompagner les entreprises à pouvoir se mettre aux normes. Merci, professeur. Et ce nouveau code est le code du citoyen lambda, puisqu'il vise à transformer nos attitudes et être des citoyens modernes. On a terminé l'émission. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Vous êtes conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Avec vous, on parlait du code de l'environnement, l'utilité et impact pour les citoyens. Merci de nous avoir suivis, Herman, Élisée. Madame. Et toutes nos pensées à Daouda Coulibaly qui ne se sont pas très bien. Allez, au revoir et à demain.